Bien, là on va se détendre un petit peu sur trois questions qui annoncent ce second volet, plus bref que le précédent, moins lourd, plus utopique en même temps, bien sûr. D'aucuns pourraient trouver même que c'est un tout petit peu du rêve, sans doute, avec ces trois questions, donc ce socle social et environnemental transversal pour l'Europe. Quelle partie de l'Union concerne-t-il? C'est la question de la circonscription géographique à laquelle ce socle social pourrait prioritairement s'adresser. Deuxièmement, quels seraient les éléments constitutifs de ce socle social? Et troisièmement, donc, quelle en serait la portée politique et sociale? D'abord, très librement, la circonscription géographique, j'oserais dire, bien que le mot n'existe pas, géosociale. Tout d'abord, je pense, et il me semble que la plupart maintenant est d'accord avec cette idée, se résigne en quelque sorte à cette idée, qu'il devient nécessaire, après les élargissements des années 2000, mais aussi en regard de la crise en zone euro, d'admettre le principe d'une intégration différentielle. Une intégration différentielle plutôt que globale, ce qu'on appelle parfois la géométrie variable, ou l'Europe à plusieurs vitesses, etc. Ce n'est pas exactement la même chose que la géométrie variable d'ailleurs, mais bon, c'est l'Europe à plusieurs vitesses plutôt, c'est-à-dire en stylisant. On peut toujours projeter certaines visions qui sont évidemment pas celles qui vont se réaliser, mais qui balisent un petit peu la prospective, dirais-je. On peut imaginer une zone cœur, enfin quand je dis on peut, c'est en général ce que les gens pensent, ceux qui s'intéressent à la question, une zone cœur d'intégration forte, ce qu'on appelle parfois aussi une zone d'intégration renforcée, avec donc monnaie unique, mais en outre des dispositifs appropriés de solidarité et de corresponsabilité communautaire. C'est la première zone, le premier cercle. Un cercle concentrique, le deuxième cercle, c'est-à-dire une première zone périphérique, si vous préférez, dont les membres auraient adopté l'euro comme monnaie commune, mais non pas unique, voire comme simple unité de compte destinée au règlement des échanges tout en gardant leur monnaie nationale. Ce qui est une option préconisée en France par certaines formations politiques, comme vous le savez. Quand on dit abandonner l'euro, c'est un peu court, même, sauf erreur de ma part, le Front National, le Front de gauche aussi, n'est-ce pas? C'est pas abandonner purement et simplement l'euro, c'est abandonner l'euro comme monnaie unique, c'est différent, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on renonce à l'euro comme monnaie commune. Et une troisième zone, enfin, qui s'en tiendrait à adopter et respecter les principes politiques de l'Union, c'est-à-dire la subsidiarité, la proportionnalité qui va avec la subsidiarité, la confiance mutuelle, la reconnaissance mutuelle, ça, peut-être, pas sûr, la coopération, oui, les droits fondamentaux consacrés dans l'Union, ainsi que les valeurs de base qui sont régulièrement rappelées dans les traités. Alors, ça c'est le paysage comme ça esquissé, avec ces trois zones, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est la zone cœur. La première zone, ou zone pilote, qui est celle qui nous intéresse le plus directement dans la perspective d'un socle social européen. Le socle environnemental serait plus large, sans doute. Les éléments constitutifs, quels seraient-ils pour ce socle social et environnemental? Ce seraient des minima transversaux et transnationaux, comme je l'ai dit. De quoi? De santé de base, en incluant surtout la prévention et le dépistage, d'éducation de base, et là il y a toute une réflexion importante à mener. Qu'est-ce qui est exigé, requis au minimum? À l'époque des constructions nationales, le requisite minimum, c'était l'éducation primaire, le certificat d'études, qui a d'ailleurs été d'un niveau élevé.
Il y a 100 ans, quand on avait le certificat d'études, on écrivait sans faute d'orthographe et sans faute de grammaire. Vous voyez ? Donc il faut définir maintenant un seuil. Là, on m'a déstabilisé. Ah, bon. Santé de base, éducation de base, et puis un minimum, des minima qui concernent ce qu'on appelle souvent la qualité de vie. Le cadre environnemental, dirais-je, naturel, c'est-à-dire l'eau et l'air, essentiellement. Puisque la mission de l'Union, c'est de protéger, et donc assurer cette qualité de vie minimale. Également, évidemment, on y vient, le salaire minimum, y compris dans l'Allemagne de Merkel. Mais de façon beaucoup plus audacieuse, le revenu de base, qu'on appelle revenu d'existence ou revenu de citoyenneté. Voilà les éléments constitutifs. Donc les trois principaux pour le social, santé, éducation, revenu, et l'élément environnemental, sur l'eau et l'air. Ce qui implique aussi beaucoup d'autres choses concernant les énergies de substitution, etc. S'y adjoindrait des mesures systémiques touchant à l'harmonisation fiscale, bien sûr on en parle maintenant, ça devient de plus en plus important, urgent, dans l'eurozone. La mise en synergie des systèmes sociaux nationaux, c'est pareil, notamment pour le calcul des retraites, le cumul des points d'activité à l'étranger, etc. Comme je l'avais dit précédemment, si en chiffre rond nous sommes 30 dans l'Union et qu'un jeune homme ou une jeune femme veut faire sa carrière dans l'Union en raison d'un État membre par an, au bout de 30 ans, il n'y a pas de retraite. Donc il y a là un problème de circulation et d'installation. Autorisons-nous maintenant, si vous voulez bien, quelques embardées utopiques, mais qui sont justifiées par l'urgence de penser une constitution sociale de l'Union. Quels que soient les dispositifs que l'on suggère dans cette perspective, le fil rouge en est donné par un principe directeur sur lequel j'ai lourdement insisté tout à l'heure, pardonnez-moi, le principe de co-responsabilité. C'est le fil rouge. Et l'implémentation de ce principe de co-responsabilité pourrait se marquer socialement par des dispositifs originaux. Le premier d'entre eux, il y en a deux principaux à mes yeux, l'Union bancaire européenne et l'Union industrielle européenne. Union bancaire européenne qui serait cadrée par une charte bancaire européenne, des chartes nationales existent, mais elles ne sont pas connues du public. Elles restent très confidentielles. Une charte bancaire européenne pourrait être assignée aux banques ce qu'on appelle, puisque la notion de service public est proscrite, même presque officiellement dans l'Union, on pourrait remplacer cette notion française de service public, en l'espèce, par la notion américaine, également assez ancienne, de mission de responsabilité sociale. On pourrait assortir la charte bancaire, Union bancaire européenne pourrait donc préconiser que l'on assortisse les banques de mission de responsabilité sociale. Et dans cette logique, on pourrait prévoir la création d'une caisse de garantie mutuelle pour la protection des déposants. Mais plus fondamentalement, je ne peux pas développer cela ici, une union bancaire assortie d'une charte bancaire européenne et de mission de responsabilité sociale me semble être un requisite tout à fait indispensable dans la perspective d'instauration d'un revenu de base. Sinon, je pense que ça ne pourra pas se financer. Pour financer un revenu de base, si on est sérieux, on ne peut pas recourir au système fiscal, au système budgétaire classique. Ni système de budget d'État plus budget de sécurité sociale. Donc c'est le même principe, n'est-ce pas, avec les recettes d'un côté et les dépenses de l'autre. Ce n'est pas possible. Il faut mobiliser le système
bancaire, qui lui est beaucoup plus puissant d'un point de vue systémique que le système fiscal. Je ne peux pas développer cela, mais c'est une voie qui permettrait d'assurer un financement non inflationniste de revenus de base, ou faiblement inflationniste du revenu de base. Et sur un modèle semblable, je parlais aussi d'une charte industrielle européenne. C'est tout aussi ambitieux, tout aussi fou, diraient certains. Une charte industrielle européenne qui pourrait organiser une prise en charge par l'ensemble des entreprises des conséquences des licenciements en ce qui concerne les premières indemnités de chômage, les stages de formation au recyclage et le reclassement. Ça me paraît normal et je pense que les entreprises ensemble en ont les moyens. Une union industrielle, je parle des entreprises industrielles, mais on peut élargir au secteur tertiaire, européennes en ont les moyens. Ce serait une façon de protéger l'emploi intérieur, je pense surtout à l'industrie pour cette raison, de protéger l'emploi intérieur contre les décisions de licenciement et de délocalisation, celles d'entre elles qui sont prises à la légère pour de simples raisons de plus-value boursière, par exemple, c'est-à-dire pour des motifs financiers qui sont dépourvus de fondement économique. Sérieux, j'entends. C'est-à-dire que les résultats d'exploitation sont très bons, mais ça n'empêche qu'on licencie et qu'on délocalise. Bon. Et ça indigne évidemment les salariés. Et donc voilà une charte industrielle européenne qui, évidemment, encore une fois, est une façon de mettre les industries de l'espace en co-responsabilité, les entreprises industrielles, pardon, de l'espace en co-responsabilité, de même les banques en co-responsabilité, toujours le même principe, n'est-ce pas, mais cette fois-ci appliqué différemment à la société civile, n'est-ce pas, et non plus à l'État et au gouvernement, et donc de transférer à la co-responsabilité entrepreneuriale, cette fois-ci, et non plus étatique ou intergouvernementale, cette co-responsabilité entrepreneuriale, lui, transférer des charges qui sont jusqu'ici assumées, sans qu'on se demande vraiment pourquoi, par la collectivité nationale au titre de la solidarité ou de la sécurité sociale. Pourquoi ? On pourrait aussi considérer que c'est à l'entreprise en général, j'ouvre ça, c'est une discussion vraiment très ouverte, c'est une suggestion, et à l'entreprise en général, et à elle d'abord, que revient la tâche et la charge d'assurer la formation professionnelle, et non pas aux écoles, aux instituts, voire aux universités du secteur public. Pourquoi penser que l'éducation publique, puisqu'on ne peut plus guère parler maintenant d'éducation, on ne va pas dire éducation post-nationale, éducation publique, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit à elle que soit remise la charge d'adapter tout l'enseignement aux besoins du secteur économique? Ce qui n'est pas après tout, la culture, ça existe. La formation, ça existe pour avoir des citoyens qui soient des citoyens qui participent vraiment, qui soient responsables, ce qu'on appelle le civisme. Tout ça aussi, ça dépend de l'éducation publique, justement, et non pas privée, si on fait abstraction, bien sûr, de la famille. À ce sujet, une réflexion de fond, c'est ce que je veux dire simplement, une réflexion de fond sur la part d'éducation publique et de recherche qui revient à l'État en propre. Bien sûr, les partenariats sont toujours possibles. Cela mériterait, une telle réflexion, je crois, mériterait d'être menée, mais elle est sous le boisseau. Elle mériterait d'être menée, et en première ligne, une discussion sur un concept normatif renouvelé de l'université. Et là, je dirige mon regard et mon bras vers Arnaud Leclerc, qui en est un très bon spécialiste de cette réflexion, j'entends. Quant à la portée sociale, économique et politique de l'instauration d'un tel socle européen, oui, c'est vrai, parler tout seul là-dessus, c'est un peu délicat. Ça relève plutôt d'une vaste discussion entre partenaires sociaux, entre citoyens, etc., plutôt que de projection d'une réflexion solitaire. Et pourtant, je ne peux pas résister au désir de quelques indications. D'abord, l'harmonisation fiscale, sociale et environnementale de la zone, c'est
je crois, un élément décisif pour la mobilité des travailleurs au sein de la zone. Pour les raisons que j'ai développées, c'est-à-dire pour la liberté réelle de circulation et d'installation des personnes sur tout l'espace. Et d'ailleurs, on déplore, comme je l'ai dit, un déficit de mouvements migratoires internes à la zone. Oui, on dit, les retraités du Nord pourraient davantage s'installer au Sud et jouer ainsi un rôle de rééquilibrage comme opérateur spontané de transfert de revenus. Ça ferait du bien au Portugal, à l'Espagne, à la Grèce. Là, une réflexion novatrice se recommande en ce qui concerne des actions structurelles à promouvoir au Sud. Est-ce qu'il va de soi qu'il faut réindustrialiser le Sud? C'est pas sûr. Peut-être que ce qu'on appelle un peu bêtement la vocation naturelle, bon, toujours qu'on utilise parfois à mauvais escient, bon, mais j'emploie quand même cette expression. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les actions structurelles qui seraient intelligentes à développer pour le sud de la zone euro en regard de sa vocation naturelle? Bon, c'est un peu dogmatique de parler de vocation naturelle, mais est-ce forcément la réindustrialisation? Rien n'est moins sûr. Est-ce que c'est de la réindustrialisation volontariste que doivent prendre en charge les fonds européens? Ou est-ce que c'est des infrastructures d'accueil, de l'artisanat, des loisirs, des commerces, des zones résidentielles, etc.? Pourquoi pas? Pourquoi ne serait-ce pas de la vocation naturelle des pays méditerranéens de ne pas être industriels, mais de développer au contraire tout ce qui est le terroir, tout ce qui est local, tout ce qui est touristique, etc. Artisanal. Pour des migrants aisés et en quête de qualité de vie, après tout, pourquoi pas? Deuxième remarque, les entreprises et les détenteurs de capitaux en général n'auraient plus le même pouvoir quasi monopolistique d'arbitrage économique et financier entre les pays de la zone. Vous voyez pourquoi? Parce que les capitaux, ça circule mieux que les personnes physiques. Donc c'est les capitaux qui arbitrent entre les systèmes nationaux, sociaux, fiscaux, etc. Évidemment, dans quel sens arbitre-t-il? Dans le sens des moins-disants, environnementaux, sociaux et fiscaux. Or, ça tire l'Europe vers le bas. Donc il faut favoriser la mobilité, la liberté réelle de circulation des personnes physiques, pas seulement des entreprises ou des capitaux, mais aussi des personnes physiques et des travailleurs. Et pour ça, il faut l'Europe sociale. Et c'est comme ça que ce qu'on appelle, de façon très optimiste, le fédéralisme concurrentiel, qui est un concept libéral. C'est dans cette mesure que le fédéralisme concurrentiel d'inspiration libérale ne trahira pas ses intentions et ses promesses déclarées, c'est-à-dire la liberté réelle des travailleurs, des personnes physiques, pas seulement des biens, des services et des capitaux, les 4 libertés, vous savez. Donc pour des raisons libérales, il faut l'Europe sociale. La notion de concurrence non faussée, je dois dire à l'actif de Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a fait retirer la mise en exergue de cette expression qu'il considérait comme déplaisante, dans les traités par exemple. La notion de concurrence non faussée est par elle-même pernicieuse, pour la raison que je viens d'évoquer, parce qu'elle suppose que l'optimum social résulterait au contraire d'une intégrale détermination des prix, des profits, des salaires par un marché flexible, entièrement flexible, et donc dépourvu de ce socle, puisqu'aux yeux d'un néolibéral, ça rigidifie le marché, le socle que représenteraient des minima transversaux. Outre que la concurrence non faussée n'est pas, et loin s'en faut, une concurrence loyale, dumping social, dumping environnemental, etc. Un socle européen, social et environnemental, favoriserait la circulation des personnes physiques et partant, vous l'avez compris, rehausserait le pouvoir des personnes physiques d'arbitrer entre les systèmes nationaux suivant leurs propres critères d'appréciation. Quels sont ces critères d'appréciation de vous et moi pour les systèmes nationaux? C'est la qualité de vie, c'est le social.
Et aussi, il ne faut pas non plus trop de fiscalité. Donc un bon équilibre entre les prestations sociales, les prestations environnementales et la pression fiscale. Donc là, je pense que si les personnes physiques arbitraient, avaient un pouvoir d'arbitrage presque équivalent, ne rêvons pas, à celui des entreprises, eh bien là, l'Europe irait mieux. Troisième remarque, au total, la concurrence ne serait pas seulement plus loyale entre les membres de la zone, mais plus équitable, à condition de ne pas brutaliser, c'est un point important, il ne faut pas non plus brutaliser les pays les moins développés de la zone, les nouveaux, ceux de l'Europe balkanique, et aussi de la Baltique. Il conviendrait en effet de procéder progressivement, à partir de minima supportables partout, au départ, par tous les États concernés. Donc on partirait bas, même très bas pour nous. C'est la solidarité qui le demande. Surtout, une incitation serait donnée à l'ensemble pour rechercher des voies de compétitivité plus nobles que celles qui consistent dans une flexibilisation, une contention, pour ne pas dire une compression maximale des coûts sociaux et salariaux. Ce n'est pas la seule voie de la compétitivité, la compression des coûts salariaux et sociaux. Il y a l'autre voie qui est beaucoup plus européenne, comme je l'avais évoqué la fois dernière, c'est rechercher l'avantage de compétitivité par le haut et non pas par le bas, c'est-à-dire par une incorporation intensive de savoirs scientifiques dans la valeur ajoutée, si l'on veut en tout cas que des expressions qui ont été mises en exergue par la Commission européenne, telles que société du savoir, société de l'intelligence, etc., société de la connaissance, ne soient pas que des slogans. C'est ça la voie européenne pour lutter contre la concurrence mondiale. Être compétitif. Ça ne veut pas dire forcément détruire l'État social. Ça ne veut pas dire forcément diminuer le standing social. Donc il faut aller plutôt vers le progrès que vers la régression pour être compétitif. Aux considérations d'efficacité, enfin, s'adjoignent des considérations de justice, sur lesquelles je ne veux pas insister lourdement, mais certains États, dont la France, sont en passe d'expérimenter les limites de leur système redistributif, un système lourd qui procède, comme on sait, en deux temps, donc premier temps, amputation du revenu direct par prélèvements fiscaux et parafiscaux, deuxième temps, réaffectation des ressources aux ménages et aux entreprises par des prestations sociales et des subventions économiques, donc, tout ça pour brasser plus de 50% du revenu distribué. Le schéma est quelque peu écorné dans l'Union, mais il reste valable. Or, ces limites sont structurelles parce qu'il est difficile de réduire les dépenses budgétaires et sociales, il est difficile d'alourdir la pression fiscale et parafiscale. Non seulement c'est difficile techniquement un tel rééquilibrage, mais il se heurte à de fortes résistances sociales. Outre que l'argument économique qui le sous-tend n'est pas dirimant parce qu'il n'est pas évident que nos systèmes puissent fonctionner sans déséquilibre structurel. Ça, on ne le dit pas. On fait comme s'il était évident que nos systèmes économiques peuvent et doivent fonctionner en équilibre financier structurel. Pas du tout. Je pense plutôt l'inverse. Le secret de nos croissances, de nos développements, c'est le déséquilibre structurel. Cependant, on peut craindre que si les caisses de l'État et de la sécurité sociale viennent à se vider, l'État ne croit devoir et pouvoir recourir à cette solution extrême que l'on commence à craindre, qui consisterait dans ce qu'on appelle, c'est une expression consacrée, la répression financière, c'est-à-dire de faire main basse, en clair, sur les avoirs bancaires des gros et des moyens déposants. D'une façon plus ou moins détournée, mais quand même. Ce serait un moyen sûr de mettre cet État en crise, parce que un tel jeu de ruse, un État ne gagne pas, à mon avis, contre une société civile intelligente. La société civile est plus rusée que la bureaucratie d'État. Dans son principe, et en dépit des attaques qui ne visent qu'un démantèlement, eh bien, l'État social redistributif poursuit, comme je l'avais développé un petit peu, une égalisation ex post des conditions de ses ressortissants. Un tel principe est très peu économique au sens quasi philosophique du mot, c'est-à-dire
en considérant le rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. C'est ça qu'on appelle un principe économique. Depuis Leibniz notamment, n'est-ce pas? Si il y a, comment dirais-je, un très grand résultat pour des moyens relativement modestes, on a une forte efficience économique. Et si on met en œuvre énormément de moyens pour des résultats relativement minces, c'est anti ou c'est peu économique. Voyez-vous, le principe d'économie, c'est cela que cela veut dire dans la métaphysique. Vient à se poser la question de fond. Que réclame, à vrai dire, la justice politique? Je ne veux pas m'y étendre lourdement. Est-ce qu'elle réclame l'égalité des conditions? On peut reposer la question. À mon sens, non. Ce n'est pas en priorité ce que réclame la justice politique. Ce n'est pas l'égalité des conditions. La justice politique, elle requiert avant tout que tous soient prémunis contre la grande précarité et la grande pauvreté. Pour le dire positivement, la justice politique, elle appelle à ce que tous disposent de ce que l'économiste indien Amartya Sen nomme les capabilities, les capacités si vous préférez. La justice politique, elle veut ça avant tout, que tous disposent de capabilities satisfaisantes. Et dans le langage ancien, on dirait que tous est une propriété. Propriété au sens ancien et large du mot. C'est ça la justice, que tous est une propriété. Ce n'est pas l'égalité, c'est l'universalité dans le minimum. Et ce qui marque une telle exigence de justice politique, et la désigne donc au premier rang, comme disait Rawls, lexical ou lexicographique, premier rang de préférence axiologique en ce qui concerne les valeurs, eh bien, vous l'avez compris, c'est l'inconditionnalité et l'universalité des droits correspondants. Droit à l'éducation, c'est inconditionnel et universel. Droit à la santé, qu'est-ce que ça veut dire? Droit à la santé, c'est une expression un peu fausse. Droit, en ce qui concerne l'accès aux soins. Ce n'est pas droit à la santé, ça ne veut rien dire. C'est droit à l'accès aux soins. Donc, également, la même chose. C'est la prévention et les soins. Et puis, de base, toujours, et revenu de base, dont le niveau pourrait augmenter progressivement. Alors, je terminerai tout simplement en disant, petite chose très simple, c'est une révolution. Une telle révolution, toute sociale qu'elle soit, ne contredit pas, à mon avis, les intuitions fondamentales du libéralisme politique. Je pense que John Rawls n'aurait pas été hostile. Alors, je ne parle pas de révolution dans ce cas. Suivant la bonne vieille phraséologie, je parlerai de réformisme radical. Sa mission, polémique à une telle réforme radicale, sinon révolution, serait évidemment de contrer la dite révolution conservatrice inaugurée autour de 1980 par les arrivées au pouvoir de Reagan et Thatcher. Mais une telle contre-attaque arrivera-t-elle à temps? Je laisse la question ouverte et je vous remercie de votre patience. Plus que jamais, la parole est à vous. Surtout que les propositions sont parfois appellent discussion, disons. Ne soyez pas timide. Allez-y, cours, allez-y. Cours. Il n'y a pas de micro. C'est pas grave, on va entendre. On va baladeur. Oui, mais pour que tout le monde entende. Maintenant, 11 semaines d'émergence, 11 semaines d'émergence orchestrées par l'Allemagne pour sauver la crise grecque, pour résoudre la crise grecque. Et est-ce que finalement l'Allemagne ne serait pas plus dangereuse avec un risque d'éclatement? On l'a vu, en juin 2011, on a beaucoup traité dans les journaux et dans les différents médias, le risque d'éclatement de la zone euro. Et si Allemagne a conscience, pourquoi est-ce qu'elle le fait en fait? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Pourquoi est-ce qu'elle prend le risque d'éclatement de la zone euro? Qui? Dans son attitude, l'Allemagne.
Je ne peux pas parler à la place de l'Allemagne. Mais il est possible que l'Allemagne vise non pas une destruction de la zone euro, n'est-ce pas, mais un éclatement dans un sens précis, c'est que peut-être qu'elle aimerait bien réserver à sa zone d'intégration renforcée ceux qui sont dans les clous de l'orthodoxie, et c'est-à-dire se délester peut-être, n'est-ce pas, d'États qu'elle considère comme parasitaires pour le développement global de la zone, c'est-à-dire par exemple la Grèce, par exemple, n'est-ce pas? Donc on peut, sans être trop, comment dirais-je, malveillant, on peut soupçonner en tout cas une bonne partie de la classe politique allemande de vouloir accroître la performance de la zone euro en la réduisant aux États qui sont en quelque sorte dans la conformité aux règles communes. Voilà ce que je peux vous répondre, et je pense que l'Allemagne ne se ferait une raison, une douce violence, n'est-ce pas, à la perspective que la Grèce quitte l'Union, la zone euro, par exemple, n'est-ce pas? Mais également, ça lui ferait peut-être pas trop de peine qu'il en aille de même des autres pays méditerranéens, exception quand même faite de l'Italie, mais peut-être aussi, pourrait-on souhaiter de ce côté, je ne veux pas faire des procès d'intention, une partition de l'Italie elle-même en nord et au sud, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a cette tentation, n'est-ce pas, de garder les bons et de se délester des mauvais. Je parle maintenant plus sérieusement, je vois sourdre dans certains modes de raisonnement de la droite allemande des relents inquiétants de darwinisme social. Alors c'est inquiétant en Allemagne, c'est très courant aux États-Unis, mais en Allemagne ça prend une dimension, je dirais, ça résonne de façon différente, étant donné que le darwinisme social était quand même une vision très répandue dans la période pré-nazie en Allemagne. Voilà. Je pense qu'il peut y avoir des pressions de l'opinion publique, n'est-ce pas, mais pas dans un sens positif, c'est-à-dire des pressions qui sont négatives, c'est-à-dire des pressions qui sont essentiellement le désaveu de la construction européenne. Et donc, les dirigeants, les responsables européens, eux, sont tous pro-européens. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils savent que le pouvoir est là. Ils savent très bien que tout seuls, ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont besoin de l'Europe pour le pouvoir et aussi pour la politique, d'une façon plus générale. Donc, tout homme politique de premier plan, presque tous, sont pro-européens. Sauf, quelques dissidences hyper-nationalistes qu'on peut trouver en Hongrie ou ailleurs, mais c'est quand même un cas d'exception. Donc, ils savent que ce serait une catastrophe, n'est-ce pas, de manquer le projet européen. Pour cette raison, et sous la pression des opinions, mais pression négative, qui ne leur dira pas ce qu'il faut faire, les dirigeants européens peuvent commencer peut-être à écouter certaines voix, comme celle de Jacques Delors, par exemple, qui n'est pas n'importe quelle voix, et qui dit qu'il faut revenir à la méthode communautaire. Et des voix, j'espère, mais la lutte continue, comme disaient les Brigades Rouges, j'espère que de plus en plus de voix et de plus en plus fortes se feront entendre en ce sens, voyez-vous. Et cela est difficile parce que, comme je l'ai suggéré, revenir à la méthode communautaire, pour bien organiser un mode de gouvernance co-responsable, cela signifie renoncer à l'intergouvernemental. Alors, pour le moment, l'Allemagne n'y a pas intérêt puisqu'elle a le leadership. La France peut commencer à y voir un intérêt parce qu'elle commence à en avoir assez de faire semblant d'être dans le leadership pour ne pas perdre la face. Elle n'est plus dans le leadership. Puis les autres pays,
les Méditerranéens, ils ne sont pas dans le leadership. Ils ont intérêt, en fait, à un retour à la méthode communautaire. Donc je dirais que de façon latente, commence à se profiler une majorité d'États membres, au sein des 17, favorables à un retour à la méthode communautaire. Ça n'ira pas dans le sens que je dis, hein, je vous le dis tout de suite, ça n'ira pas dans ce sens-là, c'est-à-dire d'agencement, de co-responsabilité horizontale, etc. On en profitera pour dire « allons vite vers un État fédéral européen ». Ça c'est tout cuit. Et le problème, c'est que les peuples vont dire non. Donc on sera encore dans une impasse. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça ne va pas être facile. Je vois ça, je ne suis pas terriblement optimiste, comme vous pouvez le constater, mais je pense que peut-être la situation va un peu se débloquer, parce que l'intergouvernementalisme, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ah oui, je vois maintenant. De toute façon, ça doit venir de l'intergouvernemental. Le retour à la méthode communautaire et la réforme des institutions qui va avec, n'est-ce pas, ne peut être que le fait des dirigeants européens. Et donc, ça doit résulter d'une entente essentiellement entre France, Allemagne, et puis donc les principaux partenaires. Et puis tous les autres, bien sûr, puisqu'en principe, il y a égalité. Mais ça viendra forcément des leaders politiques nationaux. Et c'est là qu'est le problème. Parce que la tentation, tout à fait normale, c'est de vouloir continuer à jouer au niveau intergouvernemental, c'est bien plus agréable, n'est-ce pas? Mais progressivement, peut-être, et je l'espère, ils verront qu'ils n'y ont pas intérêt à terme. Voilà. Peut-être on peut revenir sur la dimension sociale aussi de cette question-là. C'est-à-dire, dans ce que tu évoques, il y a deux points qui me paraissent compliqués à appréhender. Le premier, c'est qu'en l'état, les États font du dumping social à l'intérieur les uns contre les autres. L'Allemagne est en train de devenir la première puissance agroalimentaire de l'Europe. On voit les conséquences que ça a pour la Bretagne, par exemple. Elle l'est en faisant travailler des Roumains à 1,5 € et en faisant travailler des Hongrois. Donc elle a autorisé sur son propre sol, j'allais dire c'était un peu le côté fantasmatique du plombier polonais de 2005, mais finalement elle a autorisé sur son propre sol des gens qu'elle fait venir en masse travailler sous des normes sociales allemandes que les Allemands n'auraient pas, et ensuite quand ils en ont trop marre, elle les renvoie. Et ça marche, je veux dire, ça marche du point de vue économique. Ça rend un secteur extrêmement dynamique. En plus, il y a de l'espace qui a été libéré dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Et donc, qu'est-ce qui aujourd'hui peut convaincre une dynamique qui marche, si je me place du côté allemand, qu'est-ce qui peut les convaincre de changer de position, d'initier le mouvement vers quelque chose d'autre? Il y a deux contraintes. Encore une fois, la lutte continue, n'est-ce pas? Mais rien n'est joué, rien n'est garanti, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux contraintes qui jouent contre cette tendance et cette tentation très forte. Vous avez en Allemagne, il y a la contrainte interne représentée par une possible montée de la gauche allemande, des syndicats allemands, des travailleurs allemands, etc., qui ne vont pas supporter longtemps un taux de pauvreté de plus en plus élevé, même si le taux d'emploi est satisfaisant. Le taux de pauvreté est nettement plus élevé qu'en France. Et puis, il y a la contrainte externe. C'est que les autres pays ne vont pas supporter ce genre de choses. La France ne va pas le supporter, ce n'est pas possible. Et de même, donc, on peut considérer que les pays partenaires ne veulent pas voir sacrifier des pans entiers de leur industrie, de leur activité. Donc voilà ce que je peux dire. C'est une réponse faible parce que forcément, je n'ai pas de réponse sûre là-dessus, mais elle est double, la pression qui va en quelque sorte contre cette tendance. La deuxième question qui va, à mon avis, dans le prolongement de ce que vous avez dit, c'est on peut comprendre l'idée de minima sociaux, environnementaux, transversaux comme horizon, mais la manière dont on y va, que tu as présenté, me paraît, entre guillemets, un peu légère, si je veux le dire comme ça. C'est-à-dire, si nous fixons aujourd'hui, combien même nous serions donc tous d'accord, nous fixons aujourd'hui un minimum très bas, ça signifierait que pour certains États, c'est une marche en arrière. Non, pas exactement. D'abord, j'ai donné un premier cercle, enfin, la première question que j'ai posée, c'est avant la question des éléments constitutifs du socle en question, sa circonscription géographique. Alors, sa circonscription géographique, j'ai dit, c'est une zone cœur.
Et la zone cœur, bien entendu, on pense tout de suite à la zone euro. Donc ça limite en quelque sorte la disparité. Bien entendu, je mets des cas comme la Grèce un peu de côté, n'est-ce pas? Mais en gros, on peut dire que ce n'est pas la même situation que si on devait étendre en quelque sorte ce principe à l'Europe balkanique. Alors là, effectivement, il y aurait un plus gros problème. Et puis... Quand même. Oui. L'Allemagne, le SPD est en train de faire un bras de fer pour entrer dans le gouvernement avec un objectif maximum, s'ils réussissent, de fixer un SMIC à 750 €. D'accord? Donc pour la France, qui serait de toute façon dans la zone cœur, ce serait une marche arrière. C'est pas exactement une marche arrière, c'était le deuxième volet de ma réponse. C'est que ça n'oblige pas les Suédois ou les autres, Français, etc., à diminuer leur SMIC, pas du tout. Ils garderaient leur SMIC, simplement, évidemment, ils le paieraient par une concurrence déloyale. Donc il y aurait toujours la pression qui se maintient, mais qui serait allégée du fait qu'il y aurait déjà, c'est mieux que rien, un SMIC allemand. Donc c'est un processus, n'est-ce pas? Il faut bien voir ça. Ça n'appauvrit pas, je veux dire que ça n'agit pas de façon directe sur les dispositifs sociaux de la France ou des pays scandinaves. Mais ça peut agir de façon indirecte sur leur niveau de vie par la concurrence déloyale. Les Roumains, les Hongrois, là. Ce qui n'est pas évident, en fait. Il y a plein de travaux qui montrent qu'il y a une dualisation de la société allemande et que les syndicats ont une position de défense des insiders et qu'il y a une part de la population qui n'est pas représentée. D'accord. Vous n'avez pas assez lu Marx, à mon avis. Et la fameuse théorie de l'armée de réserve des travailleurs. Donc, ce qui déplaît, disons, pour parler simplement et clairement, ce qui déplairait aux travailleurs allemands, et ce qui pour eux devient insupportable, c'est la concurrence qui leur est faite par les travailleurs immigrés, et qui sont terriblement sous-payés. Les Allemands sont sous-payés, hein. Ils peuvent descendre à 5 €. Mais il y en a d'autres, des immigrés, qui descendent beaucoup plus bas encore. Comment voulez-vous que les travailleurs allemands continuent à supporter cette concurrence? Non, mais ils ne sont pas sur les mêmes secteurs d'emploi, en fait. Enfin, ils ne sont pas dans les mêmes secteurs. Mais évidemment. Les grandes entreprises ont une protection sociale qui est très favorable et qui est sur des activités qui ne sont pas des activités concurrentes ou agricoles. Oui, mais il n'y a pas d'écloisonnement pareil dans une économie. Il est évident qu'il y a une tendance à l'alignement. On ne peut pas nier que des salaires à 2 € de l'heure ne vont pas, tôt ou tard, faire une concurrence aux salaires plus élevés pour des qualifications comparables. Comparables, oui, oui. Oui, mais je ne crois pas. Il faudrait qu'il y ait des cloisonnements tels que les travailleurs allemands ne se sentent pas menacés, le moins du monde, par l'éventuelle concurrence que leur feraient les travailleurs étrangers. Oui, j'ai bien compris. Mais si vous me dites maintenant qu'il y a aussi des travailleurs allemands qui sont dans cette situation, je suppose qu'il n'y a pas de raison pour que ces travailleurs ne soient pas syndiqués. Et dans ce cas-là, bien entendu, sérieusement, les syndicats seront interpellés par la situation et devront la prendre en charge. La situation n'est pas qu'allemande, parce qu'on sait qu'aujourd'hui que le BTP français, pour partie, fonctionne aussi avec des salariés importés qui sont, entre guillemets, sous les conditions sociales normales applicables
à des salariés français. D'accord ? Et c'est même une manière de répondre à des appels d'offres en cassant les prix, c'est justement de sous-traiter, y compris localement, avec des entreprises qui travaillent sous des statuts différents. Ça se pratique aussi en France de manière moins massive et moins visible que la question allemande. Ce qui pose une question quand on raisonne de manière transversale comme toi, c'est le problème de l'extraterritorialité des règles. C'est-à-dire qu'une personne, si elle circule dans l'espace européen et qu'elle vient avec ses propres règles sociales qui sont qualitativement beaucoup plus basses, il y a la question de l'acceptation dans une zone, la France, l'Allemagne, n'importe quoi, de ces règles-là. Oui, c'est pourquoi je milite pour un socle social, minima, transversaux, etc. Parce que, bien sûr, ça ne règle pas tout d'un coup les minima. Parce qu'il faut qu'ils soient suffisamment bas pour être acceptables par tous, n'est-ce pas ? Mais, à mon avis, c'est un grand progrès sur la voie d'une concurrence équitable. D'abord, on passe de la concurrence non faussée, qui est à mon avis une très mauvaise chose dans la situation actuelle, à une concurrence plus loyale, et d'une concurrence plus loyale à une concurrence équitable. Ce sont des étapes. Mais bien entendu, pour engager le processus, je pense que nous n'avons pas le choix. Il nous faut instaurer ces minima. Sinon, il n'y a plus d'Europe. Enfin, si l'enjeu est de neutraliser le mécanisme de dumping social, par exemple, on peut concevoir d'autres mécanismes que des minima transversaux pour essayer de le neutraliser. Je disais, par exemple, on pourrait appliquer quelque chose du genre la clause de la nation plus favorisée qu'on utilisait dans le temps au GATT, en l'appliquant au champ social. En disant, quand deux règles sociales s'affrontent, l'une est polonaise, l'une est française, on prend la meilleure dans tous les cas de figure. D'accord ? Et donc, dans ce cas-là, on a une forme de neutralisation du dumping pour créer un standard par le haut. Sans création de minima transversaux. C'est-à-dire, comment ça fonctionnerait dans le cas qui nous est donné en exemple, en Allemagne, par exemple ? Ça veut dire qu'on applique le droit le plus profitable, en fait, à la personne. Le droit le plus profitable, si c'est le droit allemand, c'est le droit allemand, en l'occurrence. S'il vient en France, c'est le droit français, c'est le droit français, et ainsi de suite. Oui, d'accord, mais ça va... Bon, ça va jouer contre la mobilité aussi, d'une autre façon. Mais bon, oui, d'accord. Je pense que c'est une possibilité. Oui, je sais pas. La question, en fait, c'est là, c'est bon, mais le problème, c'est que quand même l'Europe est quand même intégrée dans une économie mondiale. Donc certes, on va avoir le minimum social, mais par rapport à d'autres pays, par exemple l'Inde, la Chine, qui n'ont pas ou très faible, ça reste quand même problématique. C'est-à-dire que ça a posé problème par rapport à l'Allemagne, mais il y a quand même l'Allemagne, le problème, c'est pas forcément l'Allemagne, mais ça peut être plutôt l'économie chinoise, l'économie africaine, qui ont des salaires beaucoup plus faibles encore. Oui, tout à fait juste. C'est pourquoi, toujours dans mes perspectives, mais j'ai voulu interrompre mon exposé avant, pour relancer le projet européen, il n'y a pas seulement s'occuper de l'ordre interne, c'est-à-dire l'Europe sociale ici, n'est-ce pas ? Il y a aussi sur le côté, le volet externe qui est très important. Ça veut dire, en pratique, n'est-ce pas, par rapport à l'objection que vous soulevez, qui est très pertinente à mon avis, c'est que l'Union européenne doit jouer un rôle puissant à l'OMC. Vous voyez pourquoi, n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas de raison de supporter que les Chinois se conduisent comme ils se conduisent vis-à-vis des autres. Alors, je parle du point de vue commercial. C'est totalement contraire aux règles du commerce international. Quand le dumping est monétaire, qu'il est social, qu'il est réglementaire, tout ce que... il n'y a pas de... Enfin, politique, dirons-nous. C'est-à-dire, de façon arbitraire, on va décider que tel produit peut arriver en Chine et pas tel autre, n'est-ce pas ? Et sans règle, les entrepreneurs ne savent pas où ils y vont à l'aveugle. Hein. C'est juste une question politique. Il faut négocier le truc à chaque fois. Donc ça, c'est pas supportable. Ça n'entre pas dans les règles de fairness, dirais-je, du commerce international. Donc voilà, l'enjeu est lourd. L'Europe doit jouer sur les deux volets internes pour réhabiliter, pour restaurer le projet européen, le relancer, puissante à l'externe dans les grandes organisations internationales, et fameux socle social et environnemental à l'interne. Voilà. Et j'entends très bien votre objection. Maintenant, je m'empresse de dire, il y a d'autres options qui sont par exemple défendues en France aussi, par certaines formations politiques, qui consistent à dire, mais pourquoi fait-on de l'Union européenne une zone de libre-échange ouverte
Puisque au départ, le principe, c'était pas la zone de libre-échange qui était britannique, c'était l'AELE. Mais le départ de l'Union européenne, ce qui a été trahi ensuite avec le grand marché, c'était l'union douanière. Alors là, l'union douanière, elle est censée protéger, voyez-vous. Alors il y a aussi cette option que je mentionne, n'est-ce pas, qui est de retrouver l'union douanière. Ce qui veut dire créer un droit de douane, un tarif extérieur commun. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Les produits chinois soient plus chers en Europe. C'est un peu le modèle d'une Europe plus ou moins forteresse. Je partage vos constats et je trouve vos positions vraiment audacieuses. Je suis complètement sceptique vis-à-vis de la mise en œuvre politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement en Europe, quelles formations politiques peuvent proposer un tel projet? Dans la gauche européenne, quand on parle d'Europe sociale, on est très loin de ce socle commun social et environnemental. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Oui, pour le moment, bon, oui, oui, vous avez raison. Maintenant, peut-être que, dirais-je, a priori, c'est pas forcément très très éloigné de sensibilité social-démocrate, socialiste ou démocrate chrétienne, ou que sais-je, n'est-ce pas? Donc on ne sait jamais. Mais en effet, vous avez raison, c'est pas dans les programmes, et en particulier, c'est pas évident dans le programme français. Alors, il y a une très grande prudence qui peut s'expliquer de diverses façons. En ce moment, je crois que le principal motif, ce qui tient en quelque sorte le politique aujourd'hui, c'est surtout ne pas effrayer les marchés. Donc il ne faut rien dire qui puisse mettre dans l'imaginaire simplement la France dans le camp du Sud. Sinon les taux d'intérêt vont grimper. Donc on est absolument pro-allemand. Oui, oui, fondamentalement, nous sommes sur la même ligne que vous, nous sommes d'accord sur le fond, etc. Pourquoi? Parce que sinon, les marchés vont s'inquiéter. Donc, il y a une langue de bois terrible. Vas-y, Gérard. Et la discussion sur la concurrence sociale me paraît souligner un grand absent de la première partie de ton exposé. On n'a pas entendu les mots capital et capitalisme, comme si c'était des gros mots. Ça me rappelle la remarque que Pierre Mauroy faisait à Jospin en 2002. Tu sais, Lionel, le mot ouvrier n'est pas un gros mot. Alors, tu as porté votre impression par différentes remarques sur le temps conjugal et là sur la puissance des marchés. Mais en écoutant la première partie de l'exposé, on a l'impression que tout cela, c'est finalement un problème de choix entre gouvernements politiques. Bon, ils ont choisi l'intergouvernementalité, ils auraient mieux fait de choisir, ce serait beaucoup mieux si on revenait à la méthode communautaire. Et finalement, la réalité des rapports sociaux n'existe pas dans cet exposé et réapparaît subrepticement quand on discute des minima sociaux ou tout de suite dans une allusion à la puissance des marchés. Alors, je crois que c'est là que réside le problème. Il faut quand même rappeler, je pensais je reprends ton exemple sur l'agriculture allemande et tout comme de la première sociale. Il y a un seul parti en France et dans le monde, en Europe, qui est en permanence favorable à l'immigration. C'est le patronat. C'est le patronat qui, dans les années 50-60, a négocié avec les gouvernements en place l'afflux massif de main-d'œuvre immigrée. Pourquoi? Pour créer l'armée de réserve industrielle, c'est-à-dire des gens qu'on va sous-payer, qui ne seront pas syndiqués, et grâce auxquels on va pouvoir faire pression sur les salaires et démanteler les organisations syndicales. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et ce qui se passe en Allemagne, c'est exactement le même phénomène. Donc il y a, retenez bien ça les étudiants, il y a un seul parti favorable à l'immigration, tous azimuts, c'est le patronat, pour la raison qui a été expliquée à la tribune. Bien, bien, Gérard, pardonne-moi de ne pas avoir lu assez Marx, mais je... Donc la question, c'est bien celle-là, c'est-à-dire qui détient le pouvoir, qui détient les manettes, qui dessine les politiques, sinon, aujourd'hui, les grandes firmes du capitalisme financier. Bon. Et par rapport à ça, quels sont les moyens pour que la lutte continue? Bah, travailleurs de tous les pays d'Europe, unissez-vous.
Non, mais sérieusement, on n'en est plus là, Gérard. Il est évident que les moyens traditionnels de la lutte de classe, comme j'avais dit la fois dernière, j'avais répondu à Joël Gobert, à mon avis, ils sont périmés. Ça ne m'empêche pas de partager très largement les analyses très perspicaces de Marx sur le fonctionnement capitaliste, évidemment. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est le volet de l'analyse économique. Je pense qu'on ne peut pas en dériver purement et simplement des préconisations politiques en ce qui concerne la révolution sociale. Ça ne m'empêche pas d'envisager des réformes radicales, mais je ne pense pas qu'elles doivent passer par la lutte de classe. Je pense que ce n'est pas du tout une voie d'avenir. Alors là, je suis clair, n'est-ce pas ? Je considère que Marx doit être réhabilité comme savant, philosophe et économiste sérieux et génial. Je considère que ce qu'il a proposé politiquement, c'est très mauvais. N'est-ce pas ? Et donc, je ne prends que le Marx, si je puis dire, théoricien. Théoricien, non pas de la lutte des classes, mais théoricien du capitalisme. Et là, ça me paraît tout à fait excellent. Voilà. Mais j'espère que nous sommes capables de renouveler la réflexion sur la praxis, justement, dans d'autres termes que ceux de la lutte des classes. Parce que c'est une voie d'échec. J'en suis convaincu. Bon, ce serait un long débat, Gérard, mais voilà. Je crois que j'ai lu Marx, n'est-ce pas ? Ça ne veut pas dire que je sois dans l'obédience. Je ne suis pas marxiste, mais j'admire la pensée de Marx, c'est tout. Voilà. Ça va mieux en le disant. Dans le cadre d'une charte, c'est-à-dire d'une union industrielle, où on dirait vous êtes quand il y a des licenciements collectifs. Mais en fait, c'est sur la formation professionnelle, non ? Oui, ça c'est un peu autre chose. Là, je parlais du recyclage, du reclassement. Alors, je suis pas sûr par ce que vous voulez dire, mais si j'ai bien compris, si on donne aux entreprises la responsabilité d'assurer la formation professionnelle pour leurs salariés, si c'est bien ce que vous vouliez dire, Oui. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que les entreprises n'envoient leurs salariés sur des formations qui permettent aux salariés d'acquérir des compétences spécifiques liées à la branche ou à l'entreprise dans laquelle Oui. les salariés travaillent, Oui. et ne les envoient pas sur des formations qui ont une vocation plus généraliste, mais qui peuvent permettre aux salariés de connaître des évolutions dans leur trajectoire. Oui. C'est très juste. Alors c'est pourquoi dans le schéma que je n'ai pas du tout développé, là c'est une discussion large à avoir à ce sujet, je crois, je pense que pour avoir l'efficacité de l'emploi ici et maintenant, les entreprises sont mieux placées que l'État et les collectivités territoriales pour savoir comment former à telle et telle qualification dont elles ont besoin. Mais oui, j'ai bien compris votre question. Donc, la question que vous posez, c'est celle d'une spécialisation trop forte qui ferait qu'après ça, la personne est mise sur le carreau puis qu'elle ne peut plus se récupérer ailleurs. Donc, il y a deux choses à vous répondre. D'abord, la co-responsabilité, ça veut dire que la personne en question, elle n'est pas sur le carreau. Il y a un reclassement. Reclassement signifie reconversion, etc., etc. Et deuxièmement et surtout, il revient, à mon avis, à l'État et à la puissance publique en général, quelle que soit la forme, décentralisée, déconcentrée, peu importe, il revient à l'État d'assurer une formation de base généraliste. Et c'est ce qui permet à l'individu de ne pas être démuni et de pouvoir... Ce qui est important pour l'éducation de base, c'est que l'individu soit formé à la capacité d'apprendre. Et qu'est-ce que c'est que former ? Et je distingue entre formation et apprentissage. Qu'est-ce que c'est que former à la capacité d'apprendre ? Ça veut dire une formation relativement humaniste,
généraliste, qui n'est pas uniquement spécialisé ou centré sur telle ou telle science dure, mais qui est largement ouverte aux sciences dites humaines, pour que l'individu développe sa faculté de juger, sa faculté de comprendre et sa faculté d'apprendre. Et je pense que c'est la grande mission de l'éducation publique. Tandis que la mission du secteur privé, des entreprises, c'est de dire, voilà, j'ai besoin de ça et je vais vous former à ça. Et dans un an, vous savez démonter entièrement et remonter une Volkswagen. Oh, mais si on change, évidemment, voilà les deux réponses que je peux vous donner. Les entreprises en co-responsabilité doivent pourvoir socialement au reclassement, et même aussi à des adaptations de qualification, mais sur une base, qui est la base d'une formation beaucoup plus humaniste. Et ça, c'est l'État. Voilà comment je vois les choses. Moi, personnellement, j'allais poser cette question, mais est-ce que ça se fait pas en Allemagne, ça, justement et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que vous nous avez dit qu'en Allemagne, les syndicats étaient très développés? Et alors, comment ça se fait que les salaires sont de plus en plus bas et les syndicats ne remplissent pas leur rôle en Allemagne? Oui, il y a deux questions. Donc, sur la question première, en effet, les entreprises allemandes prennent très largement en charge la formation professionnelle. Le défaut peut-être du système large, du système éducatif allemand, c'est que, en revanche, autant que je puisse voir, le système éducatif allemand est très fonctionnalisé, si je puis dire, instrumentalisé au service du système économique. Donc on tente à délaisser, hélas, en Allemagne, ce qu'on appelle la culture généraliste, et cette idée que même au niveau du troisième cycle, au niveau de l'université, il est bon d'avoir une capacité générale, donc une formation humaniste, qui permette après ça de se spécialiser ici ou là. Ça, c'est plutôt encore très fortement représenté dans la conception britannique de l'université, beaucoup plus, hélas, aujourd'hui que dans la conception allemande. Ça, c'est la première chose que je pouvais vous dire. Mais deuxièmement, en ce qui concerne les syndicats allemands, il faut bien voir qu'ils ont été pris dans un deal avec Schröder. Donc, il y a eu une acceptation, un vrai contrat, où ils acceptaient la flexicurité, c'est-à-dire, je vous échange la flexibilité maximale des rémunérations contre une certaine garantie, évidemment morale, d'emploi. Et nos travailleurs acceptent cela, et les travailleurs allemands, généralement, acceptent cela. Maintenant, il ne faut pas aller trop loin dans la dégradation du niveau de vie, et voilà, c'est tout. Pardon ? Oui, ça peut se renouveler maintenant, justement, il en est question, puisqu'il est question d'un SMIC allemand. Voilà, merci. Bonne soirée, merci, à la semaine prochaine.